Alors Denis, qu'est-ce que tu nous as amené là? Regarde. Regarde un peu ça. Petite boîte, des rigatoni à C'est la magnifique. truffe, Oh là là de là la là focaccia là là. charbon, de la burrata crémeuse, de la salade des poulpes. Et surtout, ne faites jamais confiance à un chef italien trop mince. Ça, Ah, c'est la base. ça m'arrange. Alors je pourrais être chef italien, moi. Mais oui, évidemment. C'est magnifique ce que tu nous as amené, Denis. T'as oublié les tiramisu, hein? Oh, les tiramisu en plus. Bah ouais, attends, il faut. Là, c'est la totale. Attends, on se fait plaisir bien comme il faut. Mais comment on va faire une émission de radio, la bouche pleine? Mais écoute, on va résister et on va essayer d'abord d'en parler bien comme il faut à nos écouteurs et ensuite on va déguster. Super. Bon, bah, restez avec nous parce qu'on va goûter tout ça tout à l'heure. Hein. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessous de table. Dessous de table, ça y est, vous la refaites. Ouais, je le fais, je vous regarde Manu et je pense au dessous de table. Non, non, Aujourd'hui, dessus de table, Philippe. Ouais, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Voilà. Et on est en retard aujourd'hui. Alors, réglez pas vos pendules et pendulettes, hein, comme le disait Dider. On est en retard. Voilà, on a 1 heure de retard. Mais on a décidé de faire l'émission. Et en plus, notre invité a été d'une patience, je dois dire. Ah oui, Ouais, on peut le remercier. Et ça, les grands chefs, pour ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Bah, la cuisine, c'est beaucoup de patience, Philippe. Hein. Ouais. Comment s'appelle notre invité, Manu? Notre invité s'appelle Denis Imbrosi, top chef 2011, c'est ça? Salam alaikum ragazzi. Ah, et voilà. 2012. Ouais. Ça c'est du bonjour. Alors, Denis Imbrosi, hein, un chef qu'on aime beaucoup, italien, né en Italie, hein, qui a grandi en Italie et qui heureusement pour nous est en France maintenant. Hein, le restaurant Ida, rue de Vaugirard, restaurant Epoca, rue Odino, le restaurant Malraux, rue Froissart. Il y a du Denis Imbrosi un peu partout dans Paris. Bon, en ce moment à emporter, hein, c'est ça? Évidemment. Et livraison. Tout à fait. On n'a jamais arrêté depuis le mois d'avril. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous nous avez amené des petits trucs là, Denis. Ça sent la truffe blanche dans le plateau là. On va déjeuner ensemble juste après. Ah oui. Bah alors si on parle un petit peu la bouche pleine pendant l'émission, ne nous en voulez pas. Et on dit buon appetito. Buon appetito. Perfetto, ragazzi. Alors, bien, on parle d'Italie aujourd'hui, Manu. Eh bien, Philippe, l'Italie célèbre pour la cinquième fois la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Ça démarre donc lundi, 23 novembre, et c'est jusqu'au 29 novembre prochain. Donc ça devait être un événement avec des manifestations en présentiel, mais bon, à cause du Covid, c'est quelque chose qui se fait de façon. C'est très digital. Ouais, digital, mais gourmande, hein, puisque l'un des ambassadeurs de cet événement, c'est Denis Imbrosi. Et donc, pour cette manifestation, l'Italie invite le public à voyager au cœur de la gastronomie italienne à travers une série de rendez-vous qui effectivement seront en ligne. Et puis, alors il y a une page Facebook. Hein, vous tapez Semaine de la cuisine italienne dans le monde, vous allez trouver la page Facebook. C'est organisé par l'Office national italien du tourisme. Et il y a un mot-clé, hein, vivere all'italiana. Il se marre quand je parle italien, Denis, tellement mon accent est pourri. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Vivere all'italiana. Ah, magnifique. Avec l'accent là, c'est parfait. Bah voilà. Vous parlez mieux chinois qu'italien finalement. Wating Putong. Voilà, c'est ça. Comme on peut pas vérifier son chinois, on trouve qu'il parle. Non, j'ai dit je ne parle pas chinois. Je parle mieux italien que chinois. Alors, il y a 2 rendez-vous dans cette émission. Tout à l'heure, on tirera au sort le gagnant du jeu de la semaine dernière, Manu, qui remporte un magnifique livre. Ah ouais, un super livre, l'encyclopédie de la viennoiserie à la maison par Marie-Laure Fréchet, qu'on avait reçu donc la semaine dernière. Vous avez été très 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 nombreux à participer au concours et on fera le tirage au sort en direct. Et puis on va faire aussi un concours avec Denis qui offre, alors là, avec plaisir. Super, super lot en plus. Hein. Malheureusement, nous on n'a pas le droit de jouer parce que moi j'aurais bien participé sinon. Hein. C'est parce que vous allez pouvoir gagner 2 menus truffes du restaurant Ida que vous pourrez retirer sur place, donc le restaurant gastronomique italien de Denis Imbrosi. Vous pourrez retirer sur place un menu pour 2 personnes avec des antipasti, la burrata piatti, la pasta garofalo al tartufo et des pâtes à la truffe et un tiramisu, donc un super menu pour 2 personnes. Donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez aller dès à présent sur mon Instagram Mariani Mariani.Manuel Manuel. Vous suivez les instructions et vous inscrivez, vous participez. On fera le tirage au sort la semaine prochaine. Et puis d'ici là, Denis va vous préparer ce petit menu qui sera délicieux. Avec grand plaisir.
Bon, alors Denis, vous allez revisiter le minestrone pendant cette semaine. D'abord, c'est quoi la base d'un minestrone ? Les minestrone, c'est un plat réconfortant de la cuisine italienne et c'est un plat avec un bouillon, donc ça peut être même une soupe. Et dedans, on utilise aussi des petites pâtes. Ça peut être les pâtes l'écrosé, par exemple, qu'on a ici en France, ou les ditalini qu'on a en Italie. Et avec, on met beaucoup de légumes. Par exemple, ça peut être à ce moment, on a les choux, on a les oignons, on a les poireaux, donc la frigola sarda. Et le bouillon vient pour parfumer et en même temps réchauffer cette assiette qui peut être aussi à partager à la maison. Ouais, c'est un monument de la cuisine italienne, mais il existe autant de recettes que de régions finalement. C'est ça, tout à fait. Chaque région a la sienne, chaque région utilise les produits qu'ils produisent, effectivement, et sans oublier l'huile d'olive qui accompagne aussi la recette. Oui, Denis, parce que c'est vrai que quand on parle de cuisine italienne en France, on pense tout de suite pasta, pizza. Est-ce que ça vous agace pas un peu, vous qui connaissez la richesse du patrimoine culinaire italien, de voir que dans beaucoup de pays, on réduit la cuisine italienne aux pâtes et aux pizzas, quoi. Écoute, non, ça m'agace pas parce que moi, je mange des pâtes tous les midis. Bah oui, c'est un vrai Italien, on vous le confirme. Donc forcément, non, j'adore qu'on voit la cuisine italienne comme ça, parce qu'en même temps, c'est une cuisine des produits, c'est une cuisine facile, mais effectivement, on a plein de recettes, un peu comme ici en France. Oui, il y a des recettes régionales. Régionales. L'Italie, c'est une nation qui est métissée aussi également, donc forcément, on a plein d'influences. Par exemple, pour tout te dire, en Sicile, on fait aussi du couscous. Oui, le couscous avec du poisson. Tout à fait, avec du poisson. Et donc, chaque région... Et ça s'écrit CUZ, le couscous. Je sais pas comment on prononce, couscous. Exactement. Tu es un vrai connaisseur. Ah c'est mon métier, on me paye pour ça. Et chaque région en Italie a une influence selon en fait les régions qui sont entourées. Voilà, donc nous on a le Maghreb qui est pas trop loin, dans le sud, en Calabre et en Sicile, et dans le nord on a tous les pays nordiques, l'Autriche aussi, qui nous amène beaucoup des plats de chez eux, quoi. Donc forcément on est très influencé aussi également. Oui, il y a des influences tout autour du bassin méditerranéen. On sait pas pourquoi le couscous tunisien est plus rouge que les autres couscous. C'est parce que les Italiens ont ramené le concentré de tomate. Voilà, mais c'est vrai, il y a des explications à tout en matière de cuisine. Il y a pas de mystère. Quels sont en France, on a la cuisine lyonnaise, la cuisine provençale, etc. Quelles sont les régions les plus réputées pour leur gastronomie en Italie ? Alors on a la cuisine sicilienne qui est très réputée, la napolitaine également, la cuisine romaine avec les artichauts à la juive, la cacio e pepe. Et après, ça c'est super, les carciofi à la giugia, une recette du 15e siècle qui est née dans le ghetto juif de Rome, et chez Denis, au restaurant Epoca, ils sont magnifiques. Merci. Et dans le Piémont, on trouve les vitello tonato, on trouve aussi les tiramisu à Venise. Donc, effectivement, on a des plats, chez Epoca en plus, on les fait, des plats traditionnels qui reflètent toute la botte, toutes les régions italiennes. Ouais, pour expliquer un petit peu les différences de vos restaurants. Ida, c'est un peu une cuisine d'auteur, c'est de la cuisine italienne gastronomique, donc revisitée avec la touche d'Ennio Ambrosi. C'est ça. Epoca, c'est la tradition traditionnelle, pour faire une répétition. Pur produit italien, exactement. Ouais. Et Maloro, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fait, chez Maloro, on peut faire de la shashoka, du panzatar, de l'houmous, aussi des pizzas. J'ai fait aussi des spaghettis à la rissa, par exemple. J'adore ça. Et donc, effectivement, c'est une influence de la Méditerranée. Et raison de plus, cet été, je me suis lancé sur un nouveau bouquin des cuisines de la Méditerranée, avec plein des voyages aussi en Tunisie. Et j'ai découvert plein de choses. Et je kiffe les zatars en ce moment, j'en mets partout. Ah, le zatar, j'adore ça, bien sûr. Alors ça, parmi les condiments méditerranéens, il y a le zatar et le sumac. Et les sumacs. Ah, ça, c'est magnifique. Voilà. Philippe, est-ce que vous n'aimez pas le zatar et le cumac? Le zatar, je trouve ça assez fort, finalement. Oui, mais il faut le doser raisonnablement. Il faut l'équilibrer, bien sûr. Toute une question d'équilibre dans la vie. C'est très citronné, donc c'est comme le citron, si on en met trop, c'est plus bon. Mais si on a de l'image comme image de la cuisine italienne, la pizza et des pâtes, ça veut dire que c'est une cuisine qui mérite encore d'être connue, qui doit communiquer pour le reste. Tout est à découvrir, hein. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous prenez votre voiture. Moi, je le fais tous les étés, tous les mois d'août. Je descends en voiture chez moi. Je m'arrête à chaque fois dans chaque région. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je découvre encore aujourd'hui des nouveaux plats, des nouvelles régions, des nouvelles villes, des nouvelles cultures, parce que c'est très riche, c'est très très riche, et il faut toujours découvrir de nouvelles choses pour s'enrichir aussi personnellement. Ouais. Est-ce que les techniques culinaires sont différentes, parce que vous avez commencé en Italie très jeune, hein, vous avez travaillé dans la famille, et puis après vous avez travaillé en France avec des grands chefs comme Alain Ducasse, dont vous étiez le second par exemple sur le restaurant de la Tour Eiffel au Jules Verne. Est-ce que les techniques culinaires françaises
diffèrent un petit peu des techniques culinaires italiennes et est-ce qu'elles s'adaptent bien à la cuisine italienne? Alors, l'Italie, c'est un pays qui est riche en produits. Nous, on est des beaux parleurs, on sait tchatcher, donc on sait vendre les produits. Et effectivement, tu sers une mozzarella avec une belle file d'huile d'olive, les jeux est fait. Je suis arrivé en France exprès pour apprendre des vraies techniques, des méthodes de cuisson. Et effectivement, Alain Ducasse a été un des chefs qui m'a beaucoup les plus appris. Et c'est une étape obligatoire pour un cuisinier venir en France. Effectivement, j'adopte certaines techniques françaises pour réaliser mes plats. On parlait justement de l'artichaut frit à la juive, par exemple. J'utilise la technique des pommes soufflées. Donc, deux bains de cuisson. Ouais. Exactement. Ouais. Et pour éviter que l'artichaut soit trop imbibé d'huile, je le cuis d'abord 5 minutes à 50 degrés. Ensuite, je le laisse reposer. Et après, juste avant de le déguster, je le chauffe, je le mets à 200 degrés à l'huile pendant 30 secondes, tout juste, pour qu'il devienne croquant à l'extérieur. Et ça permet de bien l'ouvrir aussi. Hein. Ça devient comme une rose des sables. Mais dans un de ses livres de cuisine, Alain Ducasse a fait une recette d'artichaut à la juive. Il vous a piqué la recette, non? C'est ça? Non. Nous, on échange, on partage, on communique. Il ose pas dire du mal de son mentor. Non, moi je suis un partageur dans la vie et aussi dans les recettes. Je suis pas jaloux de ça, non. Je trouve que même quand on m'invite à déguster, à voir, à connaître, à partager des recettes, je suis le premier à apprendre. Donc, Alors les artichauts à la juive, cette recette du ghetto juif de Rome, c'est une vraie recette, c'est un vrai plat de pauvre parce que dans l'artichaut, là, on mange tout, même les feuilles qu'on jette d'habitude, là, on les mange, on dirait des chips. C'est ça. Mais c'est un truc, faut le goûter pour le comprendre. Je peux pas vous l'expliquer, c'est magnifique. Allez chez Epoca, chez Denis Brosi, goûter ces carciofi à la giugia, ou on appelle ça artichaut à la romaine aussi parfois. Et c'est un plat d'une simplicité, mais c'est aussi simple que c'est fantastique ce plat. J'adore. Est-ce que c'est un antipasti ou pas? Tout à fait, c'est un antipasti, ça fait partie aussi un peu de la street food parce qu'on peut aussi les déguster à Rome. Tu l'achètes et tu le manges en marchant dans les rues pour regarder un peu tout ce qui est joli à Rome, les Colosseo et tous les autres. Il est sur la carte d'Epoca d'ailleurs, sur Deliveroo et Uber Eats. Aussi, tout à fait. Si vous ne voulez pas attendre la réouverture d'Epoca, vous pouvez le commander chez vous, tout à fait. La livraison importée à Paris. Je rappelle également que vous pouvez jouer avec nous cette semaine, si vous voulez goûter la cuisine de notre invité Manu. Absolument, Philippe. Vous allez sur mon Instagram mariani.manuel, mariani.manuel, MANUEL. Et puis vous regardez la dernière publication, vous aurez une belle photo de Denis Brosi avec son couteau à la main. Et puis vous lisez les règlements, vous laissez guider. On parle de la cuisine italienne. Alors on est un peu en retard aujourd'hui, 13h, 14h. Je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast pour ceux qui nous attendaient de midi à 13h. Mais comme on était en retard aujourd'hui, on a décidé de continuer de faire l'émission en direct. On parle d'Italie à l'occasion d'une semaine spéciale, Manu. Absolument, Philippe. La semaine internationale de la gastronomie italienne, et donc c'est organisé par l'Office du tourisme italien, avec tout au long de la semaine donc à partir de lundi des animations autour de la cuisine italienne, et puis avec des ambassadeurs comme Denis Brosi, qui est notre invité du jour. Denis Brosi, ex-candidat Top Chef, un des plus emblématiques, on va dire. Et puis donc chef des restaurants Ida, Epoca et Malraux à Paris, Malraux avec un O. Pas comme Malraux à UX. À l'italienne. À l'italienne, Malraux. je le dis bien, Malraux. Voilà. Avec la classe. Et je rappelle que vous pouvez goûter cette cuisine en participant à notre jeu. Absolument. Vous allez sur l'Instagram mariani.manuel, mariani.manuel, MANUEL, et vous laissez guider. C'est la dernière publication. Vous avez simplement à faire 2-3 petites choses pour participer, et vous pouvez gagner un menu truffe pour 2 personnes du restaurant Ida, le restaurant gastronomique de Denis Brosi, avec des choses magnifiques au menu, un antipasti, une burrata, des pasta garofalo al tartufo, donc à la truffe, et un tiramisu. On parlait d'huile d'olive tout à l'heure. Avec combien d'huiles d'olive différentes cuisinez-vous dans votre cuisine, Denis? Alors, j'en ai plusieurs. J'utilise une huile grecque pour les cuissons et j'utilise une huile italienne, la Pericudara. Caglios pour les cuissons, non? Tout à fait, Caglios pour les cuissons. Ça, c'est avec le copain Juan Arbelaez et les frères Chancios. Il faut le dire. C'est la famille Top Chef. Ouais. Et après, à table, pour l'assaisonnement et à table, c'est une huile d'olive, la Pericudara de Cédric Casanova, une huile sicilienne, une Biancolilla qui est extraordinaire.
Et j'adore aussi les nocellara comme huile. C'est des huiles qui sont plutôt vertes, qui râpent un petit peu sur la gorge au début, et qu'ensuite, en fait, ça devient carrément un vrai bisou d'huile, parce que j'adore, en fait. Plus on la mange, mieux c'est. C'est l'huile que vous avez fait faire sur mesure, c'est ça? C'est ça, c'est une huile sur mesure pour moi. Et que vous pouvez acheter chez Deliveroo, d'ailleurs, si vous commandez à manger chez Denis Brosi, vous pouvez acheter l'huile ou ses livres aussi, d'ailleurs. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Mais pourquoi utiliser des huiles différentes? Alors, en fait, chaque huile effectivement est différente. Donc, on peut l'employer sur du poisson, ou sur de la viande, ou sur des pâtes, ou sur des légumes. Et tout s'y prête différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une huile qui est trop marquée sur un poisson qui est délicat, comme la Saint-Jacques, qu'on est en pleine saison, par exemple. Ça peut effectivement gâcher les goûts. Chose il faut le sublimer. Donc, une huile qui soit plus consensuelle, plus équilibrée, plus douce, et qui accompagne la Saint-Jacques. Voilà. Et attention, l'huile d'olive, ça se conserve, mais pas très longtemps en fait. C'est pas meilleur en vieillissant. Non, c'est pas comme les vins. C'est l'huile d'olive, il faut le consommer tout de suite. 1 an maximum. Au-delà d'1 an, ça commence à devenir plus compliqué. Il y a déjà la nouvelle huile qui arrive, et on a été éduqué en plus comme ça. Et comme c'est une matière grasse, elle peut rancir, pour devenir rance plus facilement. Surtout, oui. D'ailleurs, plus elle est pure, plus elle est vierge, plus elle risque de rancir vite. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, huile d'olive jeune. Jeune, première pression à froid, extra vierge. C'est ça. Je voulais qu'on parle du risotto. Ah oui, un vrai sujet. Ça, j'adore, moi, le risotto, je suis un champion du risotto. J'ai vu que l'Italie était le premier producteur européen de riz. Je ne savais pas que l'Italie, c'était un pays producteur de riz. Il y a deux grandes variétés de riz en Italie. Il y a le Vialone Nano et le Carnaroli. Donc, Vialone Nano, c'est plutôt dans le Vénétie, Carnaroli plutôt dans la Lombardie. Et ce sont vraiment les deux qualités de riz les meilleures pour faire un risotto. Je sais qu'il y en a aussi en Espagne, ça s'appelle Segna. C'est un très bon riz également. Et après, on a de l'arborium un peu partout. C'est une variété de riz bomba qui est très bien pour le risotto. Pour le risotto également. C'est le riz qu'on utilise pour la paella d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. C'est une forme de risotto plus ou moins. Ouais. Et ce que j'aime bien sur la paella, c'est que c'est croustillant au fond. J'adore gratter avec la fourchette. Alors ça c'est ce qu'on donne à l'invité d'honneur. C'est ça. J'ai oublié le nom que ça porte, mais qui gratte. Absolument. Il a le privilège de pouvoir gratter directement. C'est le maître de maison qui gratte lui-même et qui sert ça à son invité d'honneur pour pas que les autres invités y touchent. Ouais. C'est tellement bon. J'ai faim. Est-ce qu'on sait d'où ça vient le risotto? Parce que souvent les recettes ont une légende. Manu, vous qui êtes le roi, la légende des recettes. Alors non, je ne sais pas d'où vient le risotto, Philippe. Qui a inventé le risotto? Ça, je ne sais pas. Denis le sait peut-être. On va lui demander. Mais en tous les cas, il y a des tips que Denis va nous donner aussi pour vraiment réussir son risotto. Parce que un risotto, ça se fait pas n'importe comment. Tout à fait. Et la première trace du risotto qu'on a, c'est sur le risotto à la milanaise. Et c'est un risotto qu'aujourd'hui on fait avec du safran. Safran, oui. Ouais. C'est une histoire de couleurs finalement. C'est ça. Cette recette. Ouais. Et comme tu parles des couleurs, l'histoire raconte, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, qu'il y avait un peintre qui était en train de peindre un plafond, un jaune, un orange, et que les gouttes de la peinture tombent dans un riz qui sont en train de cuisiner. Et de là, il a arrêté la cuisson un peu à l'avance, exprès pour essayer d'enlever un peu cette surplus des peintures qui était tombée dans la casserole. Et c'est là qu'on voit le jour du riz un peu crémeux, du riz mantecato. C'est pas un riz qui est plutôt sec ou dur, c'est un riz qui est servi à l'onda, on dirait presque une vague des mers. Oui, pour rassurer les auditeurs, à l'époque, on faisait de la peinture avec des pigments naturels, donc c'était peut-être une peinture avec du curcuma ou du safran, justement, pour la colorer. Hein. Pas chimique, exactement. Là, on parle des plusieurs milliers d'années. Oui, et donc, le risotto à la milanaise est jaune. Et jaune avec du safran. Nous, en Sicile, on produit beaucoup de safran, mais je sais aussi que dans d'autres pays de la Méditerranée également, il y a pas mal de producteurs de safran. Je pense, je ne me trompe pas peut-être, que le safran, c'est une des épices les plus chères au monde. Aujourd'hui, c'est l'or jaune. En prix au kilo, hein, évidemment. En prix au kilo, oui. Alors, moi j'ai une question, parce que c'est vrai, quand on regarde, même parmi les chefs italiens, sur le risotto milanaise, il y en a qui mettent du vin blanc, il y en a qui n'en mettent pas. Alors, quelle est la vraie version, Denis? Quelle est la version originale? Moi, la version originale, normalement, il n'y en a pas. D'accord, c'est ce qui me semblait, c'est avec un bouillon uniquement. Uniquement, oui. Et normalement, même les riz est torréfié à sec, c'est-à-dire qu'on ne marque pas. Important, c'est la base.
On démarre pas avec. Normalement, il y a des régions qui font huile échalote, par exemple. Ils font juste revenir ça et ensuite on met à torréfier le riz dedans. Moi, personnellement, je le fais à sec, c'est-à-dire je mets le riz directement dans la casserole. Je laisse torréfier jusqu'à quand je l'ai plus. Avec un petit peu de matière grasse quand même. Rien du tout. Rien du tout. Ah d'accord. Sec, vraiment. Ah oui, donc ça donne du goût au riz en plus. Ouais. C'est en fait, tu le mélanges avec les mains jusqu'à quand tu n'arrives plus à le toucher parce que c'est très chaud. trop chaud, et à ces moments-là, quand on arrive à 70 degrés à peu près, on peut plus le toucher, donc c'est là qu'il est bon. Et là, on commence à mouiller avec un bon bouillon de légumes et ça doit chanter, ça doit chanter et c'est parti pour 18 minutes de cuisson. 18. C'est en 18. remuant tout le temps et en rajoutant du bouillon petit à petit. Petit à petit, il ne faut jamais noyer les risottos, il faut toujours les mouiller au moins 15-20 fois pendant la cuisson. Donc vous voyez, il ne faut jamais le couvrir des bouillons. Ouais, une fois par minute, on remet un peu de bouillon. C'est ça. Et on mélange tout le temps, il faut donner de l'amour. Secret, finalement. C'est ça, il faut être derrière, il faut surveiller, il faut presque parler avec son risotto quand on le fait. Ça doit être crémeux en plus. Ça doit être crémeux et légèrement al dente en même temps. Légèrement al dente, mais même pas trop al dente. J'aime bien quand un riz c'est un peu cuit. Il faut qu'il soit rebondissant. C'est ça que j'aime bien en fait. D'accord. La base, c'est le risotto à la parmigiana. À la parmigiana, c'est le classique. C'est juste un risotto. Classique, c'est le risotto blanc avec du grana padano râpé dedans. C'est un parmesan de la Lombardie, un fromage à pâte dure. Et on mélange ça, donc c'est fromage, riz et un peu d'huile d'olive. Le grana padano, c'est ce qu'on doit mettre dans la carbonara. On ne met pas de gruyère râpée. Ah non, c'est sûr. c'est sûr. Ni de parmesan dans la carbonara. Manuel Mariani a une obsession sur la carbonara. Il faut savoir. C'est vrai, j'ai une obsession sur la carbonara et d'ailleurs je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Je suis un hashtag sur les réseaux sociaux qui est le hashtag carbonara et quand des pseudo-influenceurs ou des pseudo-cuisiniers mettent des recettes avec de la crème fraîche dans la carbonara, alors on trouve aussi de l'oignon, du vin blanc, des champignons, je les allume. Je leur dis non mais il faut enlever le hashtag carbonara, c'est une honte, etc. C'est sûr. Ouais, il y a pas de crème dans la carbonara et il y a pas non plus de vin blanc. Tout à fait. Tu sais, ouais. J'ai aussi réalisé des carbonara au lieu d'utiliser bien sûr du cochon, j'utilise des languilles fumées exprès pour que tout le monde puisse goûter des vrais carbonara. Ça c'est une super recette. Voilà, avec des languilles fumées. Donc l'anguille ça apporte cette côté fumé aux pâtes qu'on va chercher parfois dans le cochon et là effectivement carbonara languille j'adore, je kiffe. C'était mon bon jaune d'œuf toujours, grana padano, pecorino et anguille. Je saute sur l'occasion parce qu'en ce moment sur la noter là. Je saute sur l'occasion en ce moment sur le site de Beurre FM pendant tout le confinement. Je mets une recette différente chaque jour. Et celle-là, Denis, si tu veux bien nous la donner, je la mettrai. Carbonara d'anguille fumée avec plaisir. Ah ouais, ça c'est top ça. C'est top. Alors, vous êtes bien Manu parce qu'on parlait du risotto et on a quand même fini sur la carbonara, donc de toute façon. Grana padano, c'est pour ça. Comment on appelle le principe de cuisson du risotto? C'est quoi? C'est un riz comment? On appelle ça comment ce principe de cuisson? Moi je dirais riz à risotto. Le risotto c'est la façon de cuire une pâte. Ouais, c'est pas vraiment un pilaf parce qu'un pilaf c'est un peu différent. Ouais. Mais tu sais, moi quand j'ai fait des pâtes au restaurant, j'ai dit toujours quand je mélange les pâtes à la sauce, j'appelle ça risottare les pâtes. C'est le fait de finir la cuisson des pastas, pas les finir de cuire dans l'eau, mais je les égoutte quelques minutes à l'avance pour finir la cuisson avec la sauce pour qu'elle s'imprègne totalement. Et j'appelle ça risottare la pâte. C'est cette méthode en fait vraiment de tout concentrer, tous les sucres, tous les jus à l'intérieur et pas juste mélanger, assembler. Ouais. Donc on risote les pâtes, mal, c'est ça. Ouais, c'est bien. Hein. J'aime bien l'idée. C'est pas risoter, ouais, ce serait presque mijoter si on essaie de trouver une traduction. Ouais, exactement. C'est compliqué de trouver une traduction parfois, mais faut le garder, faut déposer. Ouais, faut déposer. Et après, il y a autant de risotto que de ménagères. C'est ça. Il y a tant de risotto que des mamans, il y a tant de risotto que des grand-mères, tout à fait. Et chacune a sa propre recette, sa propre méthode. Et donc forcément, voilà. Moi à Paris, la grand-mère des Paris Denis a sa façon de la faire aussi. Donc forcément. Elle fait comment? Et c'est comme je disais tout à l'heure, démarrage à sec. Et quand on finit, on arrête les risottos à 18 minutes. Je le couvre avec un couvercle pour le faire reposer, faire redescendre un petit peu la température avant d'intégrer les grana padano, avant d'intégrer un petit peu de beurre et un peu d'huile d'olive, exprès pour que ce ne soit pas trop chaud. La petite noisette de beurre à la fin pour qu'il soit bien crémeux, ça c'est indispensable. Ça, j'adore. J'ai découvert en France que plus c'est gras, plus c'est bon. Apparemment, c'est la bonne technique. C'est vrai, ça fait partie des dictons en France. Et ce qui nous arrange, c'est que maintenant, visiblement, ça serait bon pour la santé.
Parce que longtemps, ça n'a pas été bon pour la santé, mais maintenant, c'est à nouveau du bon gras. Ouais, mais c'est parce qu'on les cuisait trop, les gras. C'est pour ça qu'on disait que c'était pas bon pour la santé. C'est vrai. Les sucres n'est pas bon pour la santé. Oui. Mais les Et- gras, oui. Oui, on réhabilite beaucoup le beurre aujourd'hui. Bien Oui, sûr. oui. Bah, mais maintenant, on parle, ce qui n'était pas le cas avant, maintenant, on parle de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Hein. C'est ça. Avant, c'était pas le cas. Alors, moi, j'ai une question toujours sur le risotto. Denis, il y a peut-être une vingtaine, 15 ou 20 ans, j'avais goûté un risotto aux champignons, hein, risotto ai funghi, c'est ça? Et funghi. Funghi, de Gualtiero Marchesi. Ah, les j'ai papes de la cuisine italienne. Ouais. Et j'ai essayé de le refaire à la maison. Et le problème, c'est que moi, mes champignons, ils sont toujours trop mous, alors que lui, les champignons dans son risotto, ils étaient encore un peu croquants. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour ça, pour garder un petit peu de mâche sur les champignons, qui ne deviennent pas tout mous? Alors, moi, quand j'ai fait les autres champignons, personnellement, j'ai fait 2 cuissons différentes sur les champignons. Les premiers, c'est que je les fais sauter vite fait dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et je les intègre au risotto à moitié cuisson. D'accord. Si on est sur 18 minutes, quand on est à 9-10 minutes, j'intègre les champignons déjà à l'intérieur pour que ça prenne aussi le goût des champignons. Ouais, le fait qu'ils aient été colorés, ça fait une petite croûte, du coup, ça leur garde leur consistance. Et après, j'aime bien en rajouter aussi sur le risotto quand je vais servir à table, mais ces champignons-là, je vais les frire pour qu'ils soient croustillants. Ah oui, ou si on a des beaux cèpes, on peut même les râper crus. Ah ouais, exactement. Cru, juste cru comme une ça. truffe. C'est bien. Mais là, ça. en plus, les cèpes, on en a encore maintenant, donc c'est chouette. C'est la saison, là. C'est la saison, l'automne, c'est parfait. Oui, puis attendez, alors ça, je vais donner parce qu'on a beaucoup d'auditeurs dans les quartiers de Belleville et autres. Au marché de Belleville, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a trouvé des cèpes, des petits cèpes bouchons à 3 € le kilo. Ah ouais. Il faut y aller à la fermeture du marché. Comme les cèpes se gardent pas éternellement parce que les cèpes qu'on a en ce moment ils pourrissent vite. Vous allez le dimanche, allez-y demain au marché de Belleville. Si vous retrouvez le même marchand de primeur, 3 €. Il les vendait 5 € le kilo toute la matinée. Ah ouais, franchement. Et en fin de matinée, 3 € le kilo. Allez-y, prenez 5 kilos. Hein, vous êtes tranquille. Vous pouvez les congeler, les cèpes. En plus, C'est les ça. cèpes se congèlent bien. C'est une super affaire à faire s'ils en ont toujours. On peut les sécher ou pas Aussi, bien sûr. Ouais, mais il Pour faut les il faut conserver. un appareil. Hein, il faut un appareil Ouais. pour ça. Il faut un dessiccateur. C'est ça. Ouais, ou une machine. Enfin, un appareil à déshydrater. Une machine, elle s'appelle Excalibur, vous pouvez les trouver sur Amazon, ça coûte pas trop cher. On laisse Amazon tranquille en ce moment. Au téléachat. Attends, on m'a livré dimanche soir à 22h, t'imagines? Pour C'est le des mushroom, pros des- vous faites des le pros de la mushroom, livraison. ouais. sont du- Vous faites le Mushroom Friday chez Amazon. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, dans un instant, pardon, sans parler d'Amazon, on va tirer au sort Manu. Et là, vous Absolument. êtes venu avec votre machine. Hein. Ah, absolument, on a amené la machine qui tourne. Non, mais c'est incroyable votre machine. Ah bah attendez, Elle fait des tirages au sort sur Instagram. J'aurai la c'est même la semaine exactement prochaine ça. ou pas? Pour Ah ouais. mon tirage au sort. Ah ouais, absolument, Ouais. absolument. j'espère. C'est une machine Absolument. qui tire au sort sur Instagram. C'est beau ça. Voilà, ce qui est rare de nos jours en plus. Ce qui est Manu. rare de nos jours. Hein, voilà. Et puis vous pouvez, si vous voulez gagner un repas pour 2 personnes chez Denis Ambroso à emporter. Absolument, vous allez sur mon Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I et M-A-N-U-E-L, comme ça se prononce. Et puis vous vous laissez guider, c'est la dernière publication et vous pouvez gagner ces 2 repas superbes à emporter chez Denis. On parle cuisine italienne avec Denis Ambrosi dans le cadre de la Semaine internationale de la cuisine italienne, donc qui se tiendra à partir de lundi. Vous avez une page Facebook qui porte ce nom, Semaine internationale de la cuisine italienne. Vous vous rendez sur la page Facebook et vous avez tout le programme des manifestations, alors qu'ils se tiennent online, hein, puisque ça n'a pas pu être fait en présentiel pour cause de Covid, et vous allez partir à la découverte ou à la redécouverte des risottos et puis du minestrone. Du 23 au 29 novembre. C'est ça, absolument. Absolument. Et puis la cuisine italienne, c'est aussi dans les restaurants de notre invité, l'ex-top chef Denis Ambrosi, restaurant Ida, restaurant Epoca et restaurant Malraux, avec un O. Voilà. Magnifique. Alors la semaine dernière, on parlait de viennoiserie, Manu, et nous avons mis à gagner le livre, magnifique livre. Ah, on va dire, c'est un superbe livre. Ouais, ouais. L'encyclopédie même, je dirais. Ouais, c'est absolument une encyclopédie. C'est l'encyclopédie de la viennoiserie à la maison. C'est-à-dire comme Philippe aime bien le dire, on dédramatise la viennoiserie. C'est important ça. C'est important de dédramatiser la viennoiserie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de la viennoiserie à la maison sans avoir des ustensiles particuliers, sans avoir des connaissances particulières, et vous allez pouvoir faire des super brioches, des croissants, des pains au chocolat, des panettone, puisqu'on parle de cuisine italienne aussi. Hein, voilà, plein de choses, plein de choses merveilleuses. Je dois dire qu'on a mangé un panettone cette semaine, Manu, mais j'ai jamais. T'es chez qui? Alors, alors attendez, j'ai oublié, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est un panettone de chez Christophe Louis. Ah, magnifique. Voilà. C'était magnifique.
hein. Franchement, c'était. Mais bientôt, il y aura un Explosant. panettone. Allez, je vends la mèche. Hein. Il y aura un panettone de Denis Imbrosi bientôt, en partenariat avec Martini. Ah, t'es au courant de tout, hein, dis donc. Mais attends, on me paye pour ça, Denis, je t'ai déjà dit. Comment Hein. tu fais? C'est ça, En c'est ça. partenariat avec Martini. Et Rossi, ouais. D'accord. Ah oui, la maison qui fait des vermouths, Des vermouths. Des vermouths. des infusions et tout ça, quoi. Bon, alors vous avez été très nombreux à jouer pour cette Ah encyclopédie. oui, beaucoup de participants. Et donc, on va tout de suite procéder au tirage au sort. Si je retrouve mon petit outil de tirage au sort, il est là. On c'est a parfait. Annie Pujol qui va On faire tourner on la a rue. Annie Pujol, mais elle est rousse aujourd'hui, Annie. Hein. Je veux la même la semaine prochaine, s'il te plaît. Ah, pareil. Magique. Bon, gros suspense. Eh oui, on a un gagnant. Non, c'est une gagnante. C'est une gagnante, c'est Martine.pr6. Voilà, c'est son pseudo. Martine.pr6. Instagram. Ah oui, c'est intéressant, ça. Voilà. Donc, bravo Martine. Bravo. Bravo Martine, on va vous écrire pour que vous nous donniez vos coordonnées et on va vous envoyer donc toutes les informations pour pouvoir recevoir. On va pas vous donner l'information, on va vous envoyer le livre de Marie-Laure Fréchet qui vous sera dédicacé d'ailleurs. Qui fait bien 3 kilos. Hein. Ah oui, c'est un Facile, très hein. beau livre. Hein, on a investi costaud sur les frais de port, là je vous le dis, hein, pour vous envoyer le livre. Donc c'est Martine Poirier, voilà son nom, qui gagne ce magnifique livre. Hein. Et donc Martine, bah, écoutez, on va vous écrire là dans l'après-midi pour avoir vos coordonnées. Est-ce qu'elle nous écoute, à ton avis? Alors je ne sais pas, mais Martine, si vous nous écoutez, appelez-nous. Appelez-nous, ouais. On est là. 01 53 48 3000. Hein, et puis si vous voulez, Martine, vous pouvez participer aussi, comme vous êtes chanceuse, on ne sait jamais, vous rejouez, vous gagnerez peut-être les 2 repas truffes chez Denis Imbrosi. Tiens, tu sais quoi, je vais ajouter même un livre dédicacé alors, ces points-là, de la cuisine italienne. Oh, magnifique, super. Eh merci pour... Ouais, on ajoute des choses. On aime bien cette émission, j'adore, Allez, on partage. Tu rajoutes. On n'a pas peur. Ici, chez Beurre FM, on ajoute tout le temps. Absolument, c'est le petit plus. Alors, on va parler des fromages, puisque l'Italie, ce qu'on sait moins, est l'autre pays des fromages. Combien de variétés de fromages en Italie? Marianne, je te laisse répondre. Alors, je ne sais pas combien il y a de variétés de fromage Il y en en a Italie, mais un il y en paquet, a un paquet. énormément. Alors, Énormément. Mais on sait moins ça. je peux vous dire qu'il y en a moins qu'en France, mais par contre, on a plus des fromages AOP en Italie. C'est-à-dire qu'on a réussi peut-être à mettre plus en valeur comme la mozzarella bouffalone, la burrata, les grana padano, les gorgonzola. On a vraiment plein de fromages qui sont contrôlés et qui sont des origines protégées en Italie. Ouais, Bon, c'est ça. Il y a 400 variétés de fromage, dont 50 AOP, ce qui est énorme, et 2 IGP. c'est ça. Donc c'est un pays qui pèse son poids dans le secteur. Hein, Les comme on lourds en dit. fromage. Et moi, j'adore ça. Je pourrais me faire des dîners à base de fromage. Ouais. Et le fromage, c'est surtout au nord. Hein, donc là où il y a le plus de fromage. Les c'est au fromages nord de l'Italie. affinés, c'est plus au nord. Les fromages frais, comme la mozzarella et burrata, c'est plus Voilà. au sud. Et puis les chèvres aussi, il y a des très bons dans le sud. En Sicile, en Calabre, en Sardaigne, il y a des très bons fromages de chèvre, de brebis. Ça, j'adore. Exactement, les pecorino qui sont magnifiques. Ouais. Une bonne mozzarella, comment on l'a choisie? Alors moi, il faut savoir qu'en France, c'est dur à avoir une mozzarella qui soit fraîche, parce qu'il y a aussi un voyage. Mais à savoir, quand je l'achète en Italie, sur place, elle est encore chaude et très élastique à la mâche. Chose qui est en France, quand on l'achète, elle est déjà molle, en fait. Ouais, alors je me suis même persuadé que les Français préfèrent l'avoir un peu molle avec de consistance. Ouais. Il faut savoir que quand plus c'est consistant, plus c'est à la mâche. C'est frais, quoi. C'est frais, exactement. Ouais. Et puis alors la burrata, parce que c'est vrai qu'il y a une mode de la burrata. Maintenant, ouais. C'est une mozzarella qui est retravaillée, c'est ça? Alors, burrata, ça vient du mot beurre FM presque. C'est Burrata, beurre. Ah, ouais. Et c'est vraiment les tout beurre, la toute première partie de la crème qui est prise. Et donc, il a le cœur qui est très moelleux, très crémeux, et l'extérieur qui est plus élastique, comme une vraie mozzarella. Ouais, on a vraiment l'impression qu'on a injecté du petit lait à C'est l'intérieur, ça. hein, c'est ça. Hein. Et ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 ans que c'est très, très, très à la mode. à Ah Paris. oui, c'est en vogue. Hein. Moi, pourtant, en j'ai tout le Italie, temps à ça la existe carte, depuis hein. longtemps. Ouais. C'est un de mes plats les plus vendus. Je l'ai amené même ici sur le plateau. Oui, d'ailleurs, on va déguster ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas commencé à manger parce qu'on va pas vous parler la bouche pleine, mais c'est pas l'envie qui nous en manque parce que c'est magnifique. On a une petite vidéo du déballage des plats que Denis nous a amené et que vous allez pouvoir gagner d'ailleurs sur Instagram dès maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui comme fromage qui est méconnu encore, mais qui gagnerait à être connu?
Alors déjà, je voulais donner juste un petit conseil sur la burrata ou sur la mozzarella. Quand vous l'achetez, il faut, avant de la manger, laissez-la en dehors du frigo au moins 3 heures avant. En fait, quand la burrata est trop froide ou la mozzarella, les goûts n'est pas le même. C'est comme un morceau de chocolat. Quand vous mangez du chocolat du frigo, et c'est plus dur. Ça a goût de gras. Exactement. En dehors du frigo, elles font différemment en bouche et la mozzarella, c'est pareil. Mais est-ce que ce que vous dites est valable pour toutes les mozzarella qu'on achète dans les grandes surfaces, genre Galbani et tutti quanti? C'est mieux, tout à fait. D'accord, c'est mieux. ça marche aussi pour voilà. Tout à fait. Mais plus les fromages est gras, mieux c'est les manger à température ambiante. Mieux c'est. Alors, puisqu'on parle de fromage, il y a une autre recette emblématique que vous faites aussi chez Epoca, je crois, et aussi chez Malraux, il me semble. C'est les pâtes cacio e pepe. Alors, parlez-nous de cette recette qui est un chef-d'œuvre. Alors, cacio e pepe, on est dans la région du Latium, Rome. Et la cacio e pepe, cacio, c'est le fromage. Dans ces cas-là, c'est du pecorino romano qu'on utilise, mais il n'y a pas de crème non plus. C'est-à-dire que c'est une émulsion avec l'eau de cuisson des pastas, la pâte. On ne jette jamais l'eau de cuisson des pâtes, on garde un petit bol pour lier sa sauce. Ah, toujours, parce qu'elle est riche en amidon. Ouais. Et vous n'aurez plus besoin d'acheter de crème. Et exactement, c'est parce qu'on va faire une liaison qui est automatique. C'est presque, je dirais même chimique, mais sans chimie, bien évidemment. C'est juste la magie de la pasta qui opère, avec du pecorino romano qui va fondre tout délicatement avec la chaleur de la pasta, et ça fait une petite sauce soit crémeuse, du velours, je dirais même. Mais un peu relevé, parce que le pepe, c'est du poivre mignonnette, en fait. C'est du poivre qu'on a concassé. Tout à fait, qu'on va concasser, qui va faire relever les... Et ça, c'est simplissime. Il y a 3 ingrédients: des pâtes, du pecorino, du poivre. Et c'est une recette méga gastronomique, quoi. C'est un mystère, cette recette. C'est tellement bon. C'est simple, mais un peu technique, tout à fait. Oui. Un petit tour de main à voir. Mais ça aussi, tiens, on vous mettra, si Denis est d'accord, avec plaisir. On mettra sa recette de pâtes cacio e pepe et on va italianiser un peu les recettes quotidiennes là sur le site Beurre FM. Et puis, alors, les pâtes à la harissa, alors est-ce que c'est une version plus relevée de l'arrabbiata ou ça n'a rien à voir? Ah ben, c'est presque un peu plus relevé que l'arrabbiata. La harissa, moi j'adore parce que c'est piquant, j'adore tout ce qui est piquant déjà. Et les pâtes à la harissa, ça se marie tellement bien. C'est bon, oui. C'est vrai, c'est quelque chose que je pourrais manger presque tous les jours. Mais quel piment Philippe parlait des pâtes à l'arrabbiata. Qu'est-ce qu'on met comme piment dans l'arrabbiata? C'est quel piment particulier? Moi, j'aime bien le peperoncino de chez moi, peperoncino di Soverato. C'est une petite ville à côté de chez moi, en Calabre, et il est extraordinaire. Puissant, parfumé, goûteux, et en même temps, ça ne fait pas trop pleurer. Ouais, encore un truc, il y a en Calabre une recette de pâtes avec des aubergines confites et du pain grillé qu'on saupoudre sur les pâtes, mais ça aussi c'est incroyable, on trouve pas ça en France. Alors c'est les pâtes à la norma, la pasta à la norma. Ah ouais, non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça. Et les pains que tu dis, les pains rassis, ça c'est une recette qui font toutes les mamans en Italie, vu qu'il y avait beaucoup de pauvreté aussi chez nous. Au lieu d'utiliser du parmesan ou du fromage râpé, ma mère faisait du pain mixé rassis, et on appelle ça les parmesans des pauvres. Ouais, voilà, il n'y avait qu'un seul restaurant qui faisait ça à Paris, quand il y a de ça 20 ans, 25 ans. C'était chez mon copain Aldo, rue de Turenne, qui est un restaurant qui s'appelle Caruso, qui était la cantine de Pierre Cardin, qui est un Italien d'origine. Toutes les stars italiennes de Paris allaient manger dans ce restaurant, et c'est là que j'ai découvert ces pâtes. C'est hallucinant. Il faudra que je vous fasse goûter ça, Philippe, un jour. Alors on parle de pain, vous êtes venu avec du pain, une forme de pain noir, qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors c'est les pains du partage. Ça c'est la Dennis Touch. C'est une focaccia. À la base la focaccia c'est un pain qu'on consomme des Gènes, de Genoa jusqu'en Sicile. Et, bien sûr, pendant le schéma, il y a des variantes qui vont être faites selon les régions. Et celle-ci, c'est la variante parisienne. Vu qu'on respire beaucoup de smog, je me suis dit pourquoi pas mettre du charbon dedans. Non, sans plaisanter, c'est un pain qui est très digeste. J'achète du charbon végétal en pharmacie et que j'ai dilué dans l'eau et dans l'huile, et avec lesquels après j'ai fait mon pain, ma focaccia. Donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect noir, cette couleur noire. Et quand on la mange, ça aide aussi à la digestion. Moi j'ai trouvé un nom pour votre pain, Denis, c'est la focaccia dell'Etna, parce qu'on dirait les versants de l'Etna, comme c'est tout noir. C'est beau, les volcans. On dirait la roche volcanique toute noire comme ça. Très beau. Alors la charcuterie italienne aussi s'exporte bien. Écoute, la charcuterie italienne, c'est effectivement, moi je vends
je vends beaucoup des charcuteries italiennes chez moi, surtout la bresaola. Je ne sais pas si vous la connaissez. La bresaola, C'est le bœuf séché, c'est ça? les bœufs séchés. Et nous, on peut faire une recette vite fait. C'est vraiment des tranches de bresaola coupées très finement, roquettes, des copeaux de grana padano, un jus de citron pressé minute, un fil d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Et c'est magique. Simple, efficace. La cuisine italienne, on le voit avec cette recette. La cuisine italienne, on a l'impression que le produit est plus star, un peu plus star que le chef, quoi, qui la cuisine presque. Ah ben nous, on devient Au service du produit, c'est quoi, ça. le chef. Ouais. C'est avant tout le produit. Le produit avant tout. Et après, bien sûr, les chefs qui mettent en œuvre tout ça. Et puis il y a le jambon de Parme, hein, qui est un des jambons préférés des Français. Ah ben, jambon de Parme, effectivement, c'est un des jambons qu'on adore les plus manger et déguster chez nous. Et aussi les jambons cuits. Ouais. Et puis il y a un jambon qu'on ne trouvait pas il y a encore 5 ans, 10 ans en France, et qu'on commence à trouver, c'est le colatello di Zibello. Colatello di Zibello, tout à fait. Et on fait aussi, de la même sorte que le colatello di Zibello, des jambons à base de chèvre. Ouais, ah bah ça je connaissais pas. L'épaule Ah, de les chefs chèvre. qui ont les grosses fesses là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oui, parce que vous savez, Philippe, le colatello, ça porte son nom, ça porte bien son nom, parce qu'en fait, quand vous regardez un cochon de dos, il a des espèces d'excroissance, hein, c'est-à-dire qu'il y a le jambon, Il y a des jambons, ouais. il y a les cuisses, quoi, et puis il y a une espèce d'excroissance, c'est comme c'est un muscle qui est un petit peu indépendant du reste du jambon. Ben, on prélève ça et on fait un jambon avec juste cette partie-là, qui est ultra parfumé. Le colatello, il y a un goût de noisette, un peu torréfié, il y a un goût de châtaigne. Enfin, il y a des, voilà, c'est très comment dire, champêtre, hein, vous voyez, au niveau du goût. Non, mais c'est vrai, on a l'impression de croquer un sous-bois, hein. C'est très très bon, et ça c'est un jambon assez rare. On commence à en trouver à Paris. Ouais. Voilà, il y a noté qu'au même titre que les Turcs, les Italiens arrivent dans le secteur de la charcuterie halal, donc et de très bonne qualité. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont, et ça va arriver là. C'est une autre gamme de charcuterie. Ouais, parce qu'en France, la charcuterie halal, on peut pas dire qu'elle soit. Mais les Italiens se positionnent sur le marché là-dessus. Hein, mais on a de quoi faire. Mais ils ont le savoir-faire, bien sûr. Ouais. Mais déjà, regarde, on a plein, on n'a pas que du cochon, on a du bœuf, on a des chèvres. Je parlais de la bresaola tout à l'heure. Ouais, la bresaola, c'est vraiment des charcuteries que nous on consomme depuis des années et des années. Hein. C'est pas tout nouveau en fait. Ouais, il y a déjà un savoir-faire en termes de charcuterie sans cochon en Italie qui est justement bon à exploiter. Ouais. Bien, donc c'est à partir de lundi, donc cette semaine. Absolument, semaine internationale de la cuisine italienne. Vous tapez ça sur Facebook et vous allez tomber sur la page de l'événement, et vous aurez toutes les manifestations, donc là online, qui auront lieu à partir de lundi, Philippe. Vous faites quoi, vous, Denis? Vous faites des masterclass sur le minestrone? On fait des lives Instagram, bien sûr. On fait des masterclass, on donne des recettes, on les partage, et on les déguste aussi à l'emporter dans mes restaurants. Votre version du minestrone, à vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a d'original, de particulier? Moi, j'adore le faire avec de la fregola sarda. C'est une petite pâte de Sardaigne que j'ai fait cuire un peu en mode risotto. Comme les langues d'oiseau, hein, on appelle ça les langues d'oiseau ici. Ouais. Tout à fait. Et plein de légumes de saison dedans. Que ça passe par les choux-fleurs, par les choux. On est vraiment en plein dedans. Je mets toujours un petit peu de peperoncino, des piments dedans, parce que j'adore ça. Ouais. Et un bon bouillon de légumes un peu réduit, bien calqué, légèrement sapide. Oui, puis les bouillons, vous savez faire, parce que vous avez travaillé avec William Ledeuil, le roi du bouillon. Tout à fait, ça fait des magnifiques bouillons. Et c'était plutôt avec des rhizome asiatiques, avec citron et les gingembre. Mais effectivement, la concentration des jus, l'extraction des bouillons, William, c'est un professionnel. Et là, c'est plat unique, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Un plat unique, mais moi, quand je mange un minestrone, j'en mange 200-300 grammes. Hein. C'est pas la petite gamelle, c'est la grosse gamelle. Oui, 200-300 grammes hors taxe, Denis. Hein. Hors taxe, on se connaît. Hein. Après, j'ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de grana padano râpé, et les jeux est fait. Et accompagnement. Oui, il ajoute quelques petits condiments dessus. Ouais. C'est ça. Très bien. Alors, je rappelle que vous jouez avec nous, et si vous voulez goûter la cuisine de Denis, c'est très simple. Manu. Alors, 2 menus de truffes à gagner avec antipasti, burrata, pasta. Ouais, pasta garofalo al tartufo, donc à la truffe blanche, et du tiramisu pour 2 personnes. Vous allez sur mon Instagram mariani.manuel et vous vous laissez guider, et vous pourrez gagner donc ce menu pour 2. Avec un livre en plus. Hein. Avec un livre en plus, c'est vrai, parce que Denis Imbrosi fait les enchères. C'est-à-dire que si l'émission ça grimpe. Voilà, l'émission aurait duré 1 heure de plus, vous auriez gagné un truc complémentaire, mais malheureusement on doit s'arrêter. Merci Denis d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, Dessus de table revient à son horaire habituel, midi 13h. Passez un très très bon week-end sur Beurre FM.